Les Becquerel sont arrivés à Châtillon-Coligny, à l'époque Châtillon-sur-Loing, au XVIIIe siècle. L'ancêtre le plus ancien que nous sachions identifier avec certitude est Jean Becquerel, laboureur à Dargy, un petit village du nord de l'Oise, marié à Catherine de Sulot. Un de leurs enfants, leur fils Pierre, ira tenter sa chance à Paris. Nous le retrouvons dans les années 1710-1720 au service de la maréchale de Chamilly. Celle-ci habite rue du Cherche-Midi, dans une maison appartenant aux bénédictines de la rue Cassette, où elle est pensionnaire. La maison voisine est occupée par les Montmorency-Luxembourg, les seigneurs de Châtillon. La cour est commune. C'est ici que les Becquerel ont connu leur premier contact avec Châtillon. Par la suite, Pierre deviendra lui-même marchand de vin. Il achète une charge de contrôleur de la volaille. Donc il s'enrichit convenablement, sans plus. Leur fils, Pierre-Hector, qui avait épousé Françoise Véron, la nièce, une petite nièce de Paulard, l'entrepreneur général des fontaines royales de Versailles. Il se met au service de cet oncle et à son décès, il fait de Françoise Véron sa légataire universelle. La succession est conséquente et permet aux Becquerel d'acquérir dans la région de Châtillon tous les biens qui appartenaient aux Milsonneau, une ancienne famille protestante de Châtillon. Ils deviennent propriétaires en particulier d'une grande maison à Châtillon qui existe encore au fond de la place Giraudet, et des métairies, des terres autour de Châtillon qui pour certaines sont des fiefs, qui leur permettront un peu abusivement de se désigner comme seigneurs. Les Becquerel arrivent donc à Châtillon en 1763. Pierre-Hector a un fils, Louis-Hector, qui va prendre le nom d'une des terres de la famille, la Chevrotière. Cette lignée sera appelée souvent par les contemporains la Chevrotière et non pas Becquerel, mais le nom est abandonné. Ses frères ont pris le nom d'autres métairies, les Préaux, la Chaponnière, etc. À la manière des nobles, il semble que l'ambition des Becquerel à cette époque n'ait été que sociale, et ils se font passer, quand ils le peuvent, pour presque nobles. Ils vont même adopter un blason qui se trouve sur le vitrail de leur monument funéraire au cimetière de Châtillon, où on voit le blason Becquerel, qui n'est qu'un rébus, Bec, et RL, c'est-à-dire des myrtilles. Louis-Hector épouse une fille du pays, de la famille Cornier, qui possède aussi une grande maison à Châtillon qui existe encore et qui appartient aujourd'hui aux héritiers de la famille. De ce couple vont descendre les physiciens Becquerel, c'est-à-dire 4 physiciens de père en fils. Le premier, Antoine César, qui naît à Châtillon. Le second, fils d'Antoine César, Alexandre Edmond. Le troisième, fils d'Alexandre Edmond, Antoine-Henri, communément connu Henri. Et le quatrième, Jean, fils d'Henri.
Ces 4 physiciens ont été tous les 4 professeurs au Muséum d'histoire naturelle, tous les 4 à l'Académie des sciences, tous les 4 admis à Polytechnique. Ils constituent une lignée exceptionnelle. Le premier de ces physiciens, Antoine César, celui qui a sa statue sur la place de Châtillon pour accueillir les visiteurs, il est né à Châtillon. Il a été admis à Polytechnique qui venait d'être créée par la Révolution. À la sortie de l'école, tout de suite enrôlé dans les troupes de Napoléon et envoyé en Espagne. Il fera toute la campagne d'Espagne. Il en reviendra épuisé, dégoûté de Napoléon. Il reprendra du service sous les 100 jours, très passagèrement bien sûr, non pas par fidélité à l'empereur, mais pour défendre sa patrie. La Restauration venue, il cherche quoi faire. Il est conseillé par l'abbé Jérôme Tonnelier, le neveu du curé de Châtillon, qui est géologue, et aussi par son cousin Giraudet, qui est de Montargis, qui lui est apparenté par les femmes, par les Cornier, et il va commencer par s'intéresser à la minéralogie. Et puis, Antoine César est un esprit très ouvert, attentif à tout, curieux de tout. C'est l'héritier du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières et du savoir encyclopédique. Nous allons voir son activité de chercheur se développer dans tous les domaines. Il va étudier l'électricité, la piézoélectricité. Il imagine la pile à 2 bacs, à 2 électrolytes, qui passe à la postérité sous le nom de pile Daniel, c'est lui l'inventeur. Il s'intéresse au reboisement de la Sologne. C'est à lui qu'on soumettra les restes de l'amiral de Coligny qui sont revenus à Châtillon et qui les examinera, bien qu'il ne soit pas médecin, et qui conclura que c'est tout à fait vraisemblable puisque son omoplate est percée d'une balle, ce qui est la trace du premier attentat 2 jours avant la Saint-Barthélemy. Les publications d'Antoine César sont innombrables. On a l'impression qu'il a couvert tous les champs du savoir scientifique. Sous l'Empire, il sera nommé, sur le plan local, il devient maire de la commune du Charme, à côté. Il est nommé inspecteur général des Salines de l'Est, et qu'il visite. Et il est incontestable que dans le cadre de cette activité, il a dû rencontrer Alphonse Poitvin, un génial inventeur dans le domaine de la photographie, qui est une invention permanente depuis son invention initiale par Daguerre. À cette époque, Alphonse Poitvin était directeur des Salines de Montmoreau, à côté de Lons-le-Saunier. Nous pensons avoir vu des traces d'une production commune. Son fils Edmond, qui est né à Paris en 1820, puisqu'à cette époque, Antoine César vient d'être nommé à la chaire de physique du Muséum d'histoire naturelle. Edmond est le surdoué et il est admis à Polytechnique, mais renonce à bénéficier du concours pour rester avec son père au laboratoire et poursuivre ses recherches.
Il est difficile à ce moment-là de séparer les études du père et du fils. Ils travaillent ensemble manifestement. Cependant, dans l'éventail des préoccupations d'Antoine César, Edmond est particulièrement fasciné par la lumière et il va étudier toutes les propriétés de la lumière, la phosphorescence, la fluorescence, la luminescence. Il étudie les composantes du spectre et à l'invention du daguerréotype en 1839, sa présentation par Arago à l'Académie des France, il est très intéressé. Il apprend de Daguerre lui-même la manipulation du procédé et il va réaliser lui-même des daguerréotypes. Edmond va tester ses connaissances du daguerréotype en réalisant des vues à Châtillon, autour de sa maison et même ici, depuis sa fenêtre, où on voit Châtillon à l'état de l'époque. Mais ce n'est pas le paysage qui va l'intéresser le plus, c'est l'application du daguerréotype dans son laboratoire. Nous avons ici des spectres lumineux réalisés par Edmond, où il observe que la technique photographique permet de fixer des raies du spectre que l'œil ne voit pas. La conviction est acquise que la technique photographique devient un instrument de recherche et il l'intègre à son laboratoire. Et le monde scientifique autour de lui en fait aussi. La photographie restera présente désormais, même sous d'autres procédés que le daguerréotype, les procédés sur verre à son époque, plus rapides et plus économiques aussi. Et c'est ce qui permettra au fils d'Edmond, Henri, de découvrir la radioactivité. Edmond aura un fils physicien aussi, Henri. Henri épouse Lucie Jamin, qui sera la mère de Jean et qui décède quelques jours plus tard. Henri succède à son père et son grand-père dans le laboratoire du muséum. Il étudie aussi la lumière et toutes ses variétés, la luminescence, la fluorescence. Et il étudie la sensibilité de la photographie à ces phénomènes. C'est en 1895, en décembre, que le physicien Röntgen publie un rayonnement qu'il vient de découvrir, produit par le tube cathodique. Ce rayonnement impressionne la plaque photographique à travers la matière. Henri, qui étudie ces phénomènes de luminescence, de fluorescence, de phosphorescence, utilise beaucoup les sels d'uranium qui deviennent fluorescents lorsqu'on les expose à la lumière. Et il s'aperçoit que cette fluorescence impressionne la plaque photographique. Il se pose alors la question de savoir si les rayons Röntgen sont de même nature que les rayons émis par les sels d'uranium. Il va donc expérimenter avec un morceau de minerai d'uranium qu'il expose au soleil
et qu'il place sur une plaque photographique, enfermée dans le noir, bien sûr. Il pose une clé sur sa plaque et il s'aperçoit que la plaque est impressionnée par le sel devenu fluorescent à travers le voile qu'il a mis pour l'enfermer. En bon physicien, il veut répéter son expérience. Et fin février 1896, il a préparé sa pierre, sa clé, sa plaque photographique, mais le ciel est couvert, il ne peut pas insoler sa pierre. Il range le tout dans un tiroir, et puis début mars, le temps change, le soleil revient sur Paris, mais il ne sait plus si sa plaque est vierge ou pas. En physicien exigeant, il développe sa plaque et tant pis si c'est pour rien. Et il s'aperçoit que sa plaque, qui était dans le tiroir, sous un sel d'uranium non insolé, est impressionnée. Il s'aperçoit que son sel d'uranium rayonne quelque chose sans avoir été insolé. Ce n'est pas le rayonnement qu'a découvert Röntgen, c'est autre chose. Henri découvrait la radioactivité naturelle. Henri n'aura pas le temps de poursuivre ses recherches sur ce rayonnement, trop occupé par ses fonctions d'enseignant et d'autres recherches qui l'accaparent. Il connaît bien Pierre Curie, qui a besoin d'un sujet de travail pour Marie qui vient d'épouser et qui doit faire valider ses diplômes obtenus à Saint-Pétersbourg. Henri lui propose de la mettre sur ce rayonnement et de chercher à en savoir plus. Les Curie vont travailler tous les deux sur le sujet et vont travailler sur de la pêche blande, des résidus de pêche blande, d'où ils vont extraire de l'uranium, puis extraire un autre corps plus actif que l'uranium, le polonium, en souvenir des origines polonaises de Marie. Et puis ils vont isoler ensuite un autre corps extrêmement actif qu'ils vont appeler le radium. Jean, le fils d'Henri, poursuivra les travaux dans leur laboratoire en se spécialisant encore plus sur l'étude de la lumière, mais lui sera encore plus spécialisé. Il étudie les propriétés de la lumière aux basses températures. C'est l'homme de la polarisation rotatoire lumineuse aux basses températures. C'est la découverte de la radioactivité par Henri marque un tournant dans l'histoire de l'humanité, tant par ses conséquences à la connaissance de la physique et les conséquences militaires, bien sûr, que philosophiques. Les autres découvertes de nos 4 physiciens restent toutes essentielles, témoignent la découverte du photovoltaïque par Edmond, qui à l'époque n'avait pas trouvé son développement, revient aujourd'hui au premier plan de notre actualité.